si vous voulez, c'est une. Il ne figure pas dans votre formation classique. Donc il y a quelques-uns qui sont qui font médecine d'urgence un petit peu, à qui nous donnons les indications et comment ça se passe un vol, tout simplement, une évacuation sanitaire aéroportée par avion, tout simplement. Il faut comprendre que les premières évacuations, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1870. Mais par contre, les militaires ont largement utilisé ça pendant la guerre d'Algérie, l'Indochine et la Corée. Donc après, les choses se sont très bien développées. Il existe deux types d'évacuations. Les évacuations structurées, c'est-à-dire qu'on fait appel à des sociétés spécialisées qui ont des médecins formés et des pilotes formés dans ce sens. Et puis, vous avez aussi, dans 90% des cas, c'est des évacuations en utilisant des vols commerciaux, tout simple. Et c'est là où le danger peut apparaître, parce que quelquefois, c'est des personnes qui ne sont pas initiées du tout, qui prennent sur elles d'assurer cette évacuation. Et malheureusement, vous allez voir, il y a des contre-indications. Il faut comprendre que le médecin est responsable du moment qu'il a accepté jusqu'au moment. D'abord, on prend un malade d'un confrère. C'est un confrère qui vous transmet les consignes et vous allez le remettre à l'arrivée à un autre confrère. On a vécu des situations où des gens ramenés, le service des urgences, ça c'est une erreur grossière. Et s'il y a une complication ou un décès de surcroît, la responsabilité du médecin qui assure le transport est entièrement engagée. Alors, quelquefois, on vous appelle, que ce soit la protection civile ou là, on a besoin de vous. Et comme vous ne connaissez pas il faut comprendre qu'il faut assurer un périmètre de 100 mètres au minimum autour de. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un, non, l'hélicoptère peut descendre, il faut la place où nous, si vous demandez une évacuation, qu'on fait un minimum de 100 mètres de rayon, loin de tout obstacle, pylône électrique, bâtiment ou autre. Je vais passer rapidement. J'ai des difficultés avec cette. Voilà. Il faut comprendre. Je passe là, comprendre ce trait-là. D'ailleurs, c'est un petit peu ce trait, je le déplacerai ici. C'est quoi la pressurisation? Tout le monde entend parler de la pressurisation. Il faut comprendre que là, vous subissez une pression de 1013 millibars, on va arrondir à un bar. Quand vous montez dans un avion, on va diminuer un petit peu la pression de façon à ce que tout le monde puisse tolérer cette légère baisse de pression, en sachant que pourquoi? Parce qu'il faut comprendre dès maintenant que quand vous faites de la plongée, tout simplement, vous plongez de 10 mètres, la pression monte d'un bar, plus la pression d'un bar atmosphérique. Donc quand vous êtes à 10 mètres, vous subissez sur vos tampons et sur tous vos organes une pression de 2 bars. Vous équilibrez, etc. Et les volumes vont dire, c'est l'inverse. Quand vous subissez une pression importante, le volume, qu'est-ce qu'il fait? En descendant. Vos volumes se rétrécissent. Si vous partez avec un ballon de 1 litre, à 10 mètres, le ballon n'aura que 0,5 litres. Et à l'inverse, quand vous montez en altitude, la pression diminue beaucoup moins, mais les intervalles de pression vont permettre une dilatation des gaz. Ce qui fait, ce que je sous-entends par là, supposez que vous devez transporter un malade et vous lui avez une simple fracture. Allez, pour ne pas compliquer les choses, une simple fracture, vous avez managé votre malade, vous avez placé une attelle gonflable, le malade est bien, en plein vol, vous commencez à avoir des problèmes. Vous allez penser à plusieurs choses, sauf que ce malade-là, à la descente, il va faire une ischémie, un Volkmann, probablement, si c'est
Pourquoi? Parce que l'air s'est dilaté, vous n'avez pas eu la présence d'esprit d'enlever un peu d'air supplémentaire, ce qui fait que ça a fait un garrot, tout simplement. Et après, à la descente, on s'étonne que le service qui le reçoit, orthopédie ou autre, en plus en sus de la fracture, il va gérer un problème d'ischémie. Voilà. Voilà comment se déroule un vol, il faut comprendre rapidement. Au départ, vous êtes là. Vous avez acheté votre billet, etc. Votre malade, rahmakoum. Et puis, vous êtes dans l'avion, l'hôtesse de l'air va fermer, elle va verrouiller les portes. Et à ce moment-là, quand elle verrouille les portes, la pression est équivalente à la pression atmosphérique. Quand l'avion commence à rouler plus ou moins, donc à un moment donné, le pilote fait son accélération et puis juste au bout de la piste, il va faire une rotation. Il va monter de façon avec une pente assez importante, puis rapidement, il va rectifier le tir. À ce moment-là, qu'il est déjà à 200-300 mètres d'altitude, la pression à l'intérieur de l'avion va commencer à diminuer. Et elle va diminuer pour être équivalente à une pression de 1852 mètres, de 2500 mètres, pardon. Ça veut dire que la pression va diminuer, les volumes vont augmenter. C'est à ce moment-là, si vous avez remarqué, je vais être un petit peu allé, que vous commencez à sentir les mauvaises odeurs. C'est-à-dire tous les gaz qui étaient dans les rectums et les sécoms, qu'est-ce qui va se passer? Vont se dilater et puis automatiquement la soupape naturelle va faire que vous avez des mauvaises odeurs. Heureusement, juste après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un changement d'air. Toutes les demi-heures, on va ventiler l'avion et puis tout rentre dans l'ordre. C'est à ce moment-là que vous allez voir les bébés pleurer parce qu'il y a une différence de pression importante et il suffit d'avoir la présence d'esprit de mettre un doigt au bébé pour sucer et le problème va être réglé. À un moment donné, dans un avion, l'hôtesse vous servira des yaourts, tout ce que vous voulez. Et les gens, je le vois souvent rouspéter, le yaourt est gonflé parce que tout simplement, ils pensent qu'il est périmé. Non, c'est pas périmé. Le yaourt, quand il a été fait ici en Souman, et il a été estampillé avec une pression de 1 bar. Quand vous remontez, ça se dilate et automatiquement, le yaourt prend une forme. Mais il n'est pas périmé du tout. C'est à ce moment-là que vous entendez les bouteilles d'eau minérale craquer. À la montée, ça gonfle, à la descente, ça dégonfle. Donc voilà un petit peu. Alors ça, c'est pour le truc. Imaginez ce qui va se passer maintenant pour nos malades qui sont intubés, par exemple, qui a un ballonnet gonflé. Et là, les conséquences sont beaucoup plus dramatiques qu'une simple émission de gaz. D'accord? Donc voilà, je vais passer rapidement sur ça. Pour les vols longue distance, long courrier, l'hygrométrie va chuter. C'est-à-dire le taux d'humidité dans un avion, quand vous faites un vol Canada ou le Japon, au bout de 3-4 heures, vous allez sentir vos narines sèches, votre gorge sèche, parce que l'air, ça sèche. Heureusement, on humidifie plus ou moins l'avion, mais ça dépend des individus, la tolérance, toutes les demi-heures. Les vibrations, vous les subissez, c'est un facteur de stress important aussi dans un avion. Alors pour un médecin qui accompagne un malade en état instable, vous multipliez par 10 facilement le stress. Le positionnement des malades. Dans un avion de commerce, on ne dépasse pas les 0,5 G d'accélération. Pour les vols sportifs ou pilotes, c'est 5 à 6 G. Hein. Ce n'est pas le commun des mortels qui peut supporter. Donc vous devinez que là, 0,5 c'est supportable pour un nourrisson, un vieillard. Toutes les tranches d'âge peuvent subir cette accélération. Sauf que le positionnement de votre malade que vous allez emporter dépendra de ça. Parce que quand vous subissez une accélération, vous allez dans ce sens-là. Les liquides vont aller vers l'arrière. Supposez que vous avez un œdème cérébral. Vous n'allez qu'aggraver ça. Donc il suffit de tourner le malade pour que le flux va vers les pieds. À l'inverse, si vous êtes en hypovolémie parce qu'il y a une hémorragie ou toute autre cause d'une hypovolémie, il faut changer le malade en sens inverse. Le mieux,
si vous avez la possibilité, quand vous réservez vos 3 ou 4 places pour un transfert commercial, par vol commercial, l'avion est comme ça, vous placez votre malade là, et là il subira moins de variations de pression et variations de liquide. D'accord? Les turbulences, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il faut manager le malade correctement. Et puis, on va voir directement, pour ne pas trop tarder, la fameuse loi de Boyle et Marriott, c'est en fonction de le volume change en fonction de la pression, tout simplement. Et c'est là le but de ma conférence, l'essentiel est là. Pour comprendre qu'en neurochirurgie, l'hypertension intervient, le transport est possible, mais il y a quelques précautions à prendre. En particulier, après une encéphalographie, attendre 5 jours avant d'autoriser le malade de prendre un avion. Quand vous faites une artériographie, il reste toujours quelques microbules d'air à la pression où a été faite l'artério. Les bulles n'influencent pas. Si vous diminuez un petit peu la pression, les bulles vont augmenter de volume et entraîner une obstruction, avec toute l'aggravation en fonction de la localisation. D'autres signes peuvent apparaître. Quand vous opérez un malade en ophtalmo, le décollement de ristine, le transport est possible, mais il faut qu'il soit allongé. Donc, c'est une... si c'est sur glaucome, il faut attendre 4 semaines, sinon le diamox toutes les 6 heures, s'il y a une nécessité. S'il y a une autre indication beaucoup plus impérieuse que le glaucome. Intervention sur le tympan, ça les ORL le savent. Autospongiose, pas de transport pendant 3 mois, parce qu'une petite dilatation va faire éclater les fils de suture. Tout ce qui est respiratoire, le transport est possible, il suffit de prendre les précautions. Par exemple, là où il y a des gaz, il faut les drainer. Si vous drainez votre malade avant, même si la lame paraît insignifiante, elle est bien tolérée au départ, si vous remontez et que vous n'avez pas drainé, la bulle va augmenter et va vous entraîner des complications pulmonaires, quelquefois sévères. Donc il suffit de drainer et partir. Très bien. J'ai compris le message. C'est ça? Je termine la plaque, dit, c'est tout. Voilà, parce que quand on parle, vous pouvez remettre, s'il vous plaît, le... Voilà. Je termine par ça, tout simplement. Digestif, il faut débrider les hernies étranglées, les occlusions intestinales, les grossesses extra-utérines, tout abdomen chirurgical. Il n'y a pas de contre-indication absolue si on prend les précautions d'usage. Tout ce qui est cardiaque, l'IDM, l'hypertension sévère, jamais en phase aiguë ou en phase de décompensation. On les stabilise, puis on les transporte facilement. Tout cardiaque en décompensation doit être stabilisé. Les grossesses à risque et après 8 mois, et ça c'est la principale erreur. Vous donnez souvent, c'est des collègues à vous qui viennent, qui vous demandent une autorisation, vous la faites. Malheureusement, sachez que s'il y a un problème en plein vol, les conséquences, c'est vous qui allez les payer. Ça veut dire qu'on a dérouté un avion, ça veut dire qu'on est descendu dans un autre aéroport, ça veut dire qu'il y a des frais de parking, il y a des frais, il y a des gens qui ont raté leur vol vers une autre destination, et tout ça, c'est vous qui allez le payer. Les maladies psychiatriques, il faut bien sédater ou endormir les malades si agités. La drépanocytose, préoxygénée, une demi-heure avant, pendant le vol et une demi-heure après le vol. L'organisation d'un transfert, je laisse ça. Le but, c'est de vous transmettre. Bien sûr, je terminerai par ça aussi, c'est important, parce que c'est souvent le problème qui se pose. Les maladies contagieuses, maladies virales, hémorragiques, diarrhée, tout ça, sont proscrites. Et quand il y a une maladie contagieuse, il faut avertir. Voilà. Je termine par ça. Je vous remercie. Ceux qui sont intéressés par ce type ou qui voient leur profil de carrière aller vers les urgences ou les évacuations,
il se présente et je me ferai un plaisir parce qu'il y a des notions de météo, il y a des notions de réglementation, il y a des notions de mécanique de vol, etc. C'est très passionnant, c'est très intéressant et je vous invite à vous présenter à la faculté pour qu'on organise quelque chose dans ce sens. Je vous remercie pour